Donc, bonjour à tout le monde. On reprend cette dernière journée de la première semaine de notre diplôme universitaire, une journée qui va être dédiée à la génétique, puis une partie éthique, et après environnement et fertilité. Euh, on est très heureux d'accueillir avec nous le professeur Anne Bachelot qui, qui dirige le service d'endocrinologie et médecine de la reproduction et qui est en partie responsable de ma vocation de gynécologue obstétricien parce que j'ai eu la chance d'être son externe il y a quelques années et tac, elle m'a dit tu feras ça. Et du coup, elle va vous parler de génétique de l'infertilité féminine. Merci beaucoup, Anne. Merci Pietro, ben merci, bonjour à tous. Donc, j'ai la tâche de, en une demi-heure, vous faire génétique et infertilité féminine. Donc, ça va être rapide. Donc, on va se centrer sur trois pathologies particulières sur lesquelles on va refaire le point sur la génétique. La première chose, c'est les hypogonadismes hypogonadotropes. Alors, comme c'est des maladies rares, on va juste faire un focus sur ce qui peut vous intéresser, vous, en AMP, sur l'insuffisance ovarienne précoce, et puis sur une maladie que vous pouvez voir et pour laquelle il y a un conseil génétique qui est vraiment hyper important pour le coup, c'est l'hyperplasie congénitale des surrénales. Alors, donc, juste pour revenir sur les différentes méthodes dont on va parler, même si vous êtes tous médecins, donc globalement, vous savez ça, mais pour centrer ça. Donc, la première chose, c'est, on va se servir de trois examens spécifiques. La première chose, c'est le cariotype. Alors, le cariotype, ça paraît comme ça un peu ringard, mais l'infertilité, c'est une des dernières indications des cariotypes. Parce que par rapport à toutes les méthodes qui ont été développées par la suite, le cariotype, ça permet de mettre en évidence des translocations équilibrées de façon très facile. Donc, on va faire des cariotypes standards. Ça suffit amplement et c'est vraiment la dernière indication du cariotype. Sinon, c'est plus du tout fait. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est des puces ADN, donc des CGHR. Et alors, la différence, c'est que quand vous êtes en CGH, eh bien, vous allez voir l'ensemble du matériel. Donc, les généticiens, ils ont l'habitude de dire un cariotype, c'est comme si on voyait Paris d'avion, et en CGHR, vous mettez en hélicoptère. Donc, vous allez beaucoup mieux voir, avec une précision bien plus importante. Et on va voir ce qu'on ne voit pas au cariotype, c'est-à-dire des petites régions où il y a des pertes ou bien des gains de matériel. Donc, c'est des choses très très fines. Néanmoins, vous verrez jamais sur une puce ADN des translocations équilibrées, parce que quand on a une translocation équilibrée, eh ben, tout le matériel est là, il est juste pas à la bonne place. Donc ça n'apparaîtra pas sur la puce. D'où l'intérêt encore de faire des cariotypes, en particulier chez les patients qui ont des insuffisances ovariennes. Et puis, la dernière méthode dont on va se servir, c'est la NGS. Donc, c'est l'idée de pouvoir analyser plein de gènes d'une pathologie donnée chez plusieurs patients à la fois. Donc, par rapport à la méthode qui pendant des années a été faite, c'est-à-dire on a pendant des années séquencé par méthode Sanger un gène par un gène par un gène chez un patient par un patient par un patient. Là, on a des panels de gènes dans des pathologies. Ce qui fait qu'on réfléchit beaucoup moins en fait à ce qu'on fait comme génétique. Avant, on faisait des arbres diagnostiques, on faisait tel gène, puis si c'était négatif, on faisait tel gène, etc. Aujourd'hui, on fait le panel, qu'on réfléchit beaucoup moins sur la prescription. Le problème de ces panels de gènes, donc, c'est que vous allez étudier plein de choses à la fois et c'est que vous allez identifier des variants. Et c'est là où il faut des généticiens et des bioinformaticiens très forts parce que dans ces variants, il va falloir les classer comme pathogènes, c'est-à-dire des mutations connues. On sait vraiment que ça va impacter sur la fonctionnalité du gène, des polymorphismes. Donc ça n'a pas d'impact, c'est connu dans la population générale. Et puis, toute la problématique aujourd'hui de ces panels de gènes, c'est tous les variants de signification indéterminée qu'on va trouver et pour l'instant dont on ne sait pas trop quoi faire et pour lequel le conseil génétique va être compliqué à donner aux patients. Voilà. Donc, je vous rappelle juste, tout le monde peut le faire. Ça peut être
tout docteur en médecine, généticien, vous devez poser l'indication sur les critères cliniques, familiaux et psychologiques. Vous devez faire une consultation, si jamais vous faites vous-même de la génétique, avec une information au patient, prendre en considération son libre arbitre et respecter sa confidentialité. Et évidemment, vous faites signer un consentement éclairé. Ce consentement, il dit en particulier qu'il n'y a que vous qui avez le droit de recevoir le résultat et il n'y a qu'au patient seul, pendant une consultation physique, que vous devez lui rendre le résultat. Et ça, si jamais vous faites des examens génétiques, il va falloir vous astreindre à faire cette consultation. Donc, il faut savoir rendre le résultat génétique. Donc, si vous ne savez pas ou si vous n'êtes pas à l'aise avec ces maladies, il ne faut pas le faire. Il faut mieux le confier à un généticien qui va faire, lui, toute l'information pré- et post-rendu de résultats. Voilà, donc on va commencer par les insuffisances ovariennes précoces. Donc c'est important en infertilité parce que vous avez eu un cours, j'ai vu dans votre programme, on vous a bien dit que l'insuffisance ovarienne, une fois qu'on l'a diagnostiquée, eh bien il y a des patientes qui reprennent une activité ovarienne ou bien il y a des patientes qui ont eu une grossesse avant que l'insuffisance ovarienne s'installe et donc parfois elles ont eu une fille et donc elles se posent la question de savoir si elles ont transmis quelque chose ou s'il faut pour leur fille faire quelque chose de spécifique, aller plutôt vers une préservation de fertilité. Enfin, il y a pas mal de questions qui vont émerger. Donc, c'est très important le conseil génétique dans cette maladie. Donc, vous savez bien que c'est défini donc, par la perte d'activité ovarienne avant l'âge de 40 ans, avec une FSH supérieure à 25 à 2 reprises et des troubles du cycle. L'incidence, elle a été calculée quand on avait une définition beaucoup plus stricte de la maladie, quand on disait la FSH au-delà de 40 chez une patiente en aménorrhée, et donc on disait c'est 1% des femmes avant l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, avec cette définition qui a été établie par les CHRU en 2018, probablement que c'est beaucoup plus de patientes, et même on voit, parce que nous on est centre de maladies rares pour cette maladie, on voit que les patientes qui ont entre 30 et 40 ans, ça ne rentre plus dans les critères de maladies rares, ça devient de plus en plus fréquent, donc vous aurez beaucoup de ces patientes en consultation pour infertilité. L'origine génétique de l'insuffisance ovarienne, elle est pensée depuis très longtemps, puisque on sait qu'il y a une corrélation entre l'âge de survenue de la ménopause entre les mères et les filles. La composante génétique est très importante et que quand on a fait des études de corps de jumelles, la composante génétique de la fin de l'activité ovarienne est estimée à environ 2 tiers. Enfin, dernier argument, on a des cas familiaux d'insuffisance ovarienne dans 15 à 20% des patientes qu'on va voir. Donc, il faut surtout faire des arbres généalogiques chez ces patientes quand vous les voyez en consultation. Le premier responsable de tout ça, c'est le chromosome X. Donc, sur le chromosome X, il y a peu de gènes, mais il y a plein de régions importantes dans la régulation du fonctionnement ovarien. Et donc, pour explorer ces anomalies du chromosome X, eh bien, on va faire le karyotype, comme je vous disais, et la puce ADN, donc CGHRE. La première chose qu'on va La première chose qu'on va rechercher au karyotype, ce sont des délétions et des translocations du chromosome X qui vont être responsables d'insuffisance ovarienne. Et on connaît des régions critiques, à la fois sur le bras court, mais surtout sur le bras long, où quand il y a délétion ou translocation, même quand elle est équilibrée, eh bien, ça peut être à l'origine d'insuffisance ovarienne. Donc, c'est vraiment les 2 premiers examens d'exploration. Ensuite, c'est évidemment la perte d'un chromosome X, le syndrome de Turner. Donc, ça donne typiquement des aménorrhées primaires avec des absences de développement pubertaire, mais pas que. Vous allez avoir des patientes qui vont faire des grossesses spontanées. Donc, c'est une des premières choses qu'on va rechercher au karyotype. Et donc, c'est défini par des anomalies de nombre ou de structure du chromosome X. Dans la plupart des cas, vous avez un karyotype 45X homogène. Donc, c'est vrai que ces patientes-là, vous allez les voir en don et pas tellement avec des problématiques de fertilité. Mais il y a des patientes en mosaïque qui vont avoir une certaine fertilité. Donc, cliniquement, vous voyez, elles ont quand même 30% à avoir un début de puberté spontanée et 2 à 5% des patientes ont des menstruations spontanées et des grossesses spontanées. Donc, vous pouvez tout à fait les voir. Donc, la fertilité spontanée, même si elle est exceptionnelle, elle existe dans cette maladie. Le plus souvent, en effet, c'est des patientes qui ont des mosaïques au karyotype. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces patientes, les grossesses ne sont pas simples. Elles ont un risque accru très important de fausses couches spontanées. C'est super dur le pointeur, j'avoue. OK.
C'est un petit faux contact peut-être. J'ai juste touché ça. Ouais, je suis désolée. C'est moi qui ai donné un petit coup. Ah, ok, super. Donc, si on regarde les grossesses spontanées de patientes avec syndrome de Turner, donc beaucoup de fausses couches ou de mortalité périnatale, des anomalies chromosomiques ou des malformations congénitales et 30% de bébés en bonne santé. Donc, c'est des grossesses à risque hein, qu'il va falloir bien sûr accompagner. Alors là, moi, je fais rien sur le pointeur, je ne sais pas pourquoi il est fou. Ok. Et puis, évidemment, un gène super important pour l'insuffisance ovarienne, c'est FMR1. FMR1, il est situé à la fin du bras long du chromosome X en XQ27.3. Et donc, il va être à l'origine du syndrome de l'X fragile. FMR1, il code pour une protéine qui se lie au transcrit et qui régule la synthèse de protéines au niveau des dendrites des neurones, mais il est aussi présent dans l'ovocyte et dans les cellules de la granulosa. Donc, c'est une maladie à expansion de triplet, et donc ça se passe comme ça. Typiquement, normalement, on va dire, voilà, on a moins de 45 triplés. Et donc ces triplés CGG, ils sont situés en amont du gène, dans la région promotrice du gène. Et donc quand on a moins de 45, ce qui est normal, on fait normalement des transcrits, normalement cette protéine, et on n'a pas de maladie. Quand on a une expansion très importante de ces triplés, donc au-delà de 200, ça s'appelle la mutation complète. Donc c'est super mal choisi comme terme, mais c'est comme ça. Et dans ces cas-là, en fait, le promoteur, il est méthylé, il n'y a plus de transcrits, plus de protéines, et c'est donc les petits garçons qui vont avoir le syndrome de l'X fragile. C'est la première cause de déficience intellectuelle chez les petits garçons en France. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la prémutation. Donc la prémutation, c'est quand vous avez une expansion de triplé intermédiaire entre 55 et 200 triplés. Dans ces cas-là, il n'y a pas de méthylation du promoteur. Il y a une, il y a une augmentation des transcrits. Euh, il y a une augmentation très importante des transcrits et on pense qu'en fait, les pathologies qui vont découler de cette prémutation, c'est la toxicité des transcrits au sein des cellules et il y a normalement une protéine qui est produite. Alors, on essaye d'y aller. Hop, hop, hop. Voilà. Cette prémutation, elle va être à l'origine de deux pathologies. Chez la femme, d'une insuffisance ovarienne précoce. Chez l'homme, du syndrome FX-TAS, qui est le syndrome tremblement-ataxie, l'espèce de pseudo-Parkinson des hommes qui va survenir de façon assez précoce. Toutes les patientes qui ont une prémutation de FMR1 ne vont pas faire d'insuffisance ovarienne. Il y a une région critique de nombre d'expansions qui va être à l'origine de l'insuffisance ovarienne. Donc ici, vous voyez l'âge au dernier cycle en fonction du nombre de triplets. Et ce qu'on voit, c'est que les femmes qui ont le plus grand risque d'insuffisance ovarienne, c'est celles qui portent entre 80 je ne suis pas assez précise, entre 80 et 100 répétitions. D'accord? C'est vraiment la zone critique. C'est une courbe en U. C'est pas plus j'ai de triplé, plus j'ai un risque d'insuffisance ovarienne. C'est vraiment dans cette zone-là, 80 à 100 répétitions, qu'il y a le plus grand risque. Les femmes qui sont mutées, c'est-à-dire qui ont une expansion complète, n'ont pas d'insuffisance ovarienne. Donc, c'est cette région-là et c'est probablement l'accumulation de transcrits au sein des cellules de la granulosa, mais aussi des ovocytes, qui est à l'origine de cette toxicité. On estime que environ 20% des femmes prémutées vont faire une insuffisance ovarienne. Et à l'inverse, si on regarde des cohortes d'insuffisance ovarienne, il y a jusqu'à 8% de femmes qui ont une prémutation d'FMR1. Donc c'est une très grande cause d'insuffisance ovarienne. Et c'est des insuffisances ovariennes qui vont survenir après la trentaine, donc vraiment chez des patientes, secondairement, chez des patientes qui ont un risque d'avoir une grossesse ou d'avoir une grossesse juste après le diagnostic. Donc a vraiment un conseil génétique qui est super important. Le mécanisme, donc on ne le connaît pas bien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une présence donc, dans l'ovocyte et dans les cellules stromales de cette protéine, FMRP, et de ses transcrits. Et aujourd'hui, il est estimé qu'en fait, le stock est moins important d'emblée chez ces patientes et donc va s'épuiser plus vite.
Nous, à la Pitié-Salpêtrière, ils sont en génétique, ils sont centre de référence pour ces déficiences intellectuelles. Donc, ils nous envoient beaucoup les mères, les cousines, les tantes, etc. Donc, on voit beaucoup les femmes qui sont porteuses de prémutation. Et donc, on est quand même très étonnés à chaque fois qu'on fait une évaluation de la réserve ovarienne de ces femmes, même si elles ne sont pas en insuffisance ovarienne, ces femmes qui ont d'emblée une réserve ovarienne qui est très basse. Et alors, je ne sais pas quelle est l'expérience ici à Cochin en DPI, mais en tout cas, nous, on n'arrive même pas à les mener jusqu'au DPI en général, ces patientes, tellement elles ont une réserve ovarienne. Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais elles ont une réserve ovarienne tellement basse que tout ce temps de DPI fait qu'en général, elles vont passer soit par du DPN, soit par du don d'ovocytes. Donc, il y a un conseil génétique majeur chez elles, hein, parce que c'est dans l'ovocyte que se fait l'expansion de triplet. Donc, c'est les patientes qui sont prémutées, c'est elles qui vont transmettre la mutation complète. Donc, il y a toute une prise en charge préconceptionnelle hyper importante chez ces patientes. Donc, certaines qui vont choisir du diagnostic prénatal, d'autres du DPI, d'autres qui vont aller vers le don d'ovocytes, même si elles ont une fonction ovarienne encore présente, pour éviter de transmettre cette mutation complète. Donc, hyper important à rechercher devant toute patiente qui a une insuffisance ovarienne, parce que la conséquence, si jamais elle a une grossesse ou bien chez sa sœur, est vraiment majeure. Voilà, des gènes qui vont être importants, juste qu'il faut connaître. Évidemment, le gène number one quand même dans cette maladie, c'est le récepteur de la FSH. Donc, comment on l'a trouvé, enfin, comment ça a été trouvé? Donc, c'est en Finlande, juste pour la petite histoire, hein. C'est en Finlande. Donc, la Finlande, c'est des gens qui ont jamais bougé, hein. Ils sont restés dans le nord de la Finlande et ils ont rarement migré vers le sud. Donc, il y a un effet fondateur et une génétique très importante dans ces régions-là. Et au nord de la Finlande, il y avait comme ça plein de femmes qui faisaient des insuffisances ovariennes dans les familles. Et ils ont fait, donc c'était il y a plus de 20 ans, hein. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de toute cette connaissance qu'on a aujourd'hui. Donc, ils ont fait des études de liaison, c'était les anciennes études génétiques, et ils sont tombés sur le récepteur de la FSH, et ils ont trouvé, hein, que cette mutation était très importante, et ils trouvaient toujours la même mutation. Donc, c'est à rechercher en général. C'était des patientes qui se présentaient en aménorrhée primaire avec un développement pubertaire variable et des tout petits ovaires. Nous, on a décrit d'autres patientes, dont certaines en aménorrhée secondaire, avec des mutations moins drastiques du récepteur FSH. Donc, c'est un des gènes qui est systématiquement dans les panels de gènes que vous allez faire dans l'insuffisance ovarienne. Voilà. Enfin, un gène qu'il faut connaître aussi, c'est NOBOX. NOBOX, c'est un gène qui a été décrit il y a une vingtaine d'années par l'équipe de Martine Matsuk. Comme c'est un gène spécifique de l'ovocyte, donc c'est un très bon candidat dans les insuffisances ovariennes. Et chez les souris qui n'avaient plus NOBOX, eh bien, il y avait un modèle d'insuffisance ovarienne avec une perte postnatale très accélérée des ovocytes. Donc, on a été, nous, une des premières équipes à décrire, hein, ces mutations chez les patientes. Donc, sur 178 patientes analysées, il y avait 6% de notre cohorte qui avaient des mutations de NOBOX. Et ça a été repris dans plusieurs cohortes, dans d'autres équipes et dans d'autres pays. Et on retrouve toujours ces pourcentages. Donc 6 à 8% des patientes qui présentent une insuffisance ovarienne ont des mutations de NOBOX. C'est vraiment le premier gène autosomal qui est impliqué dans les insuffisances ovariennes. Et là aussi, lui, il est inscrit systématiquement dans les panels. Enfin, pour quand même connaître, parce qu'on en voit encore, même à l'âge adulte, des patientes qui ont le syndrome blépharophimosis ptosis epicanthus, donc ça ressemble à ça, d'accord? Donc une augmentation de la distance entre les deux yeux, des paupières dont la direction se fait de façon incorrecte et un ptosis. Eh bien, c'est en rapport avec des mutations de FOXL2 et beaucoup de patientes vont avoir une insuffisance ovarienne associée. Donc, vous allez pouvoir les voir de deux façons. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit dans le service. Soit vous avez des patientes qui n'ont pas été opérées parce que le phénotype oculaire était très peu gênant et c'est vous qui les voyez et vous, quand même, vous tiltez sur le phénotype oculaire. Donc, ça arrive encore. Ou bien, c'est des patientes qui ont été opérées, en particulier dans l'enfance, très jeunes, de cette malformation, mais pas du tout. On leur a fait aucun conseil génétique et on les a pas du tout prévenus qu'il fallait faire quelque chose à l'adolescence. Et donc, vous pouvez les voir secondairement en insuffisance ovarienne. Donc, il faut connaître ce phénotype associé.
Et enfin, donc aujourd'hui, on fait plus gène par gène, on fait des panels de gènes. Donc ici, ça c'est le panel de gènes de Cochin. Il y a d'autres panels qui sont développés à Rennes, il y en a à Bicêtre, qui vont prendre en compte donc tous ces gènes impliqués dans les insuffisances ovariennes. Donc on avait étudié avec l'équipe de Cochin, l'équipe de Saint-Antoine, de Lille et notre cohorte des patientes. Et on retrouvait, donc si on fait tout ce panel de gènes, on avait évidemment exclu les patientes qui avaient des anomalies au cariotype ou de FMR1, eh bien, il y avait 40% des patientes qui avaient une anomalie dans 1 à 5 gènes. Donc, si votre patiente, ce qui est obligatoire de faire, c'est cariotype FMR1, et vous pouvez faire les panels de gènes, ça va quand même améliorer la connaissance des insuffisances ovariennes, permettre de faire du conseil génétique dans la famille et expliquer à la patiente pourquoi elle développe une insuffisance ovarienne. NoBox, c'est vraiment le variant qu'on trouve le plus fréquent, qui n'est pas situé sur le chromosome X, et il n'y a aucune corrélation génotype-phénotype, c'est-à-dire il n'y a pas le fait d'avoir une anomalie génétique, on ne se présente pas en aménorrhée primaire avec absence de développement pubertaire. Hein, on trouve ça même chez des patientes qui développent des insuffisances ovariennes à l'âge de 38 ans. Donc, vous ne devez pas du tout être guidé par la clinique. Il faut aller jusqu'au bout de votre raisonnement génétique. Et puis, bah, voilà, l'avenir, c'est que voilà, tous ces gènes, plus on passe, bah, plus on connaît les gènes importants, donc plus les panels de gènes vont être enrichis, et plus ça va être compliqué de trier les mutations, les variants de signification inconnues, etc. Donc il va y avoir un gros travail aussi pour les généticiens de trier tout ça. Enfin, si votre patiente, elle a eu un cariotype normal, FMR1 normal, plus panel IOP normal, sachez qu'aujourd'hui, elle est accessible à la RCP, des RCP qui sont mensuels, qui sont des RCP France Génomique. L'insuffisance ovarienne est une indication, donc tous les centres de maladies rares peuvent présenter ces patientes. Et si elles sont acceptées, eh bien, il peut y avoir un séquençage de l'exome complet. Dans ces cas-là, il faut que les parents soient OK aussi pour être prélevés, puisque ça va être comparé à l'exome de leurs parents. Mais donc, c'est des patientes qui sont accessibles en France à la RCP France Génomique sur le séquençage de l'exome complet. Il y a des patientes comme ça qui ont besoin de comprendre ce qui leur est arrivé. Voilà, on va aller plus vite sur l'hypogonadisme hypogonadotrope congénital, puisqu'on est sur une pathologie vraiment très rare par rapport aux insuffisances ovariennes et sous-diagnostiquée probablement chez les femmes parce qu'il y a toujours cette problématique de diagnostic différentiel entre l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle et les hypo-hypocongénitaux. Il y a plusieurs tableaux cliniques. Le syndrome de Kallmann, qui est dû à des anomalies de migration des neurones à GNRH. C'est très rare et c'est lié à un défaut de développement des bulbes olfactifs. Donc cliniquement, non seulement vous avez l'insuffisance gonadotrope, mais vous avez aussi une hyposmie ou une anosmie. Et à l'IRM, une aplasie ou une hypoplasie des bulbes olfactifs. Et puis vous avez le deuxième cadre nosologique qui sont les hypo-hypocongénitaux sans anosmie. Et enfin, il y a les formes très rares syndromiques, mais en général, celles-ci, elles ont été diagnostiquées en pédiatrie. Ce n'est pas vous qui allez les voir. Juste, en fait, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que ces patientes, elles n'ont pas obligatoirement un tableau, c'est comme les patientes avec syndrome de Turner. Ce n'est pas obligatoirement aménorrhée primaire et absence de développement pubertaire. Ici, vous avez toute une série, enfin c'est la plus grosse série de patientes avec hypocongénitale, donc 248 femmes, 116 avec syndrome de Kallmann. Juste pour vous montrer, il y en avait 50% qui avaient une télarche et 8 à 12% une ménarche. Et vous voyez ici, elles ne sont pas toutes en insuffisance gonadotrope quand elles arrivent à l'âge adulte. Donc, il y a parfois des tableaux très partiels. Il faut savoir l'évoquer devant une jeune fille qui a une insuffisance gonadotrope à IRM normale et qui n'a pas de sous-poids, d'exclusion lipidique, de stress, enfin tout ce qui peut être à l'origine d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Le deuxième point auquel vous devez être attentif, c'est leur présentation biologique. Ici, vous avez donc c'est l'équipe de Bicêtre qui a décrit. Et donc, vous voyez, elles ont par rapport à des sujets contrôle, évidemment une FSH et une LH très basse, puisqu'elles sont en insuffisance ovarienne. Et si vous regardez les marqueurs de la réserve ovarienne, donc ici c'est l'AMH chez ces femmes, elle est beaucoup plus basse
Et ici, c'est le volume ovarien ou bien le CFA. On voit aussi qu'il est beaucoup plus bas. Il ne faut pas penser que ces femmes, elles ont une réserve ovarienne altérée. Elles ont juste un ovaire qui n'a jamais été correctement stimulé et qui ne s'est pas donc expandu. Donc, on ne fait surtout pas attention aux marqueurs de la réserve ovarienne chez ces patientes. Si on l'évoque, on fait l'arbre généalogique, on regarde s'il y a des cas familiaux, on regarde tout ce qui peut être associé. Donc, ces patientes, elles peuvent avoir une anosmie, mais aussi une agénésie dentaire, donc des dents qui ont jamais poussé, une fente palatine. Et puis, là aussi, on a des panels de gènes avec tout ça. Alors, fut un temps où on classait, on faisait des gènes en fonction de l'anosmie ou pas. Aujourd'hui, on fait pareil. On fait des puces, des panels de gènes. Et de la même façon, si on n'identifie rien chez ces patients, eh bien, elles sont éligibles, ces femmes, elles sont éligibles à la RCP France Génomique et on peut faire un séquençage de l'exome complet pour comprendre. Dernière maladie, l'hyperplasie congénitale des surrénales. Donc, c'est une maladie autosomique récessive dont la forme classique, elle est à dépistage néonatal systématique chez tous les enfants nés en France. Ce dont on va parler là, ce n'est pas cette forme classique, c'est évidemment la forme non classique qu'on va voir, nous, chez nos patientes à l'âge adulte. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, c'est juste pour vous montrer. Le déficit en 21 hydroxylase, il est ici, juste après la progestérone et la 17 hydroxyprogestérone. Ça va nous servir pour le diagnostic. C'est le premier diagnostic différentiel des patientes avec syndrome des ovaires polykystiques. Le gène, il est situé sur le chromosome 6, il est là, en vert. C'est le gène CYP21A2. On connaît quasiment toutes les mutations. C'est soit des mutations ponctuelles, soit des grandes délétions du gène, soit des conversions géniques entre les différents allèles. Donc, très bonne corrélation génotype-phénotype. On sait quelle mutation va donner quelle forme sévère ou forme pas sévère. On sait aussi que la majorité des patients en France, ce n'est pas vrai dans tous les pays, mais la majorité des patients en France sont hétérozygotes composites. Ça veut dire qu'ils ont deux mutations différentes et c'est la mutation la moins sévère qui va donner l'expression de la maladie. C'est clair ça ou pas? Ça va? Parce que de bon matin, des fois, c'est un peu chaud. Donc, ce que ça veut dire, c'est que votre patiente, chez qui vous faites ce diagnostic devant un tableau qui ressemble à un syndrome des ovaires polykystiques, elle peut être porteuse d'une mutation sévère. Elle a une mutation non sévère, puisqu'elle a une forme non sévère, mais elle peut être porteuse d'une mutation sévère, et donc elle a un risque d'1 sur 240 d'avoir un enfant avec forme sévère. Donc, c'est très important d'aller jusqu'au diagnostic génétique et de faire du conseil génétique chez ces patientes. Le diagnostic, vous le savez, c'est sur la 17-hydroxyprogestérone. Au-delà de 2 nanogrammes ml, il faut systématiquement faire un test au synactène puisqu'on a une grande fréquence de cette maladie quand on a ça. Voilà. Donc, important, je vais passer juste ça. Voilà. Donc, en France, parce qu'on est une population très brassée, 60% des patients qui ont une forme non classique, donc une forme découverte à l'âge adulte, donc souvent des femmes qui ont un syndrome qui ressemble à un syndrome des ovaires polykystiques, mais chez qui vous allez faire le diagnostic de cette maladie, eh bien 60% ont une mutation sévère. Donc, ça veut dire que 40% des patientes vont avoir V281L, c'est la mutation la plus fréquente en France non sévère. Donc, 40% de vos patientes vont être homozygotes pour des mutations non sévères. Donc, elles, vous leur dites, pas de problème, vous n'avez pas de risque d'avoir un enfant atteint d'une forme sévère de la maladie. Mais 60% ont une mutation non sévère et une mutation sévère. Et dans la population française, la fréquence des hétérozygotes, donc des gens porteurs sains pour une mutation sévère, c'est 1 sur 60. Donc par exemple, dans cette pièce, il y en a peut-être une personne. Ok? Donc c'est quand même fréquent. Et donc ces gens-là, cette patiente qui a une mutation sévère, elle a un risque de 200, sur 240 d'avoir un enfant atteint d'une forme classique très sévère de cette maladie pour lesquelles il y a une prise en charge prénatale hyper importante à mettre en place. Donc, quand vous voyez une patiente avec un syndrome des ovaires polykystiques, il faut systématiquement éliminer le déficit en 21 hydroxylase. Et si vous avez un tableau hormonal qui ressemble à une hyperplasie congénitale des surrénales,
aller jusqu'à la génétique bien avant qu'elle ait un projet parental, parce qu'on reçoit chaque année en urgence des couples, la grossesse a débuté, il n'y a pas de génétique, le conjoint n'a pas été génotypé. Tout ça, c'est hyper angoissant pour eux. Tout le monde doit travailler très vite et faire du conseil très vite. Donc vraiment, dès que vous avez ce diagnostic, vous allez à la génétique et il faut faire un conseil approprié à la famille. Parce que donc là, vous avez votre patiente. Voilà. Si votre patiente elle a une mutation sévère, donc c'est le noir, et que son conjoint a une mutation sévère, vous avez donc un risque de forme classique chez l'enfant et il y a toute une prise en charge anténatale à mettre en place. Si en revanche votre patiente qui a une mutation sévère, son conjoint il a une mutation non sévère ou il n'a rien, dans ces cas-là, il n'y a pas de risque de transmission d'une forme sévère de la maladie et donc il n'y a pas de prise en charge spécifique prénatale du couple à faire. OK? Je vais m'arrêter là et donc je suis dispo pour des questions si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions? Non? Il y a une question sur FMR1. Et donc, chez une patiente IOP avec une prémutation FMR1, est-ce qu'elle transmet la mutation systématiquement à sa fille? Première question. Ouais, oui, une patiente qui a une prémutation, donc elle ne transmet pas systématiquement, puisque elle est porteuse, elle est porteuse sur un des X, et donc elle peut transmettre un X qui n'a pas de prémutation, mais elle peut transmettre la prémutation. En général, au fil des générations, il y a une expansion de triplet qui peut se faire. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de risque habituel de syndrome de l'X fragile chez les filles, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des filles qui vont avoir un peu de phénotype parce qu'il y a des problèmes d'inactivation de l'X. Et donc, même une fille qui a une mutation complète peut avoir des symptômes. Donc, il faut faire très attention à ça. Et nous, dans notre cohorte de patientes avec insuffisance ovarienne, on a 5% de patientes qui vont faire une grossesse spontanée après le diagnostic. Et dans ces 5%, il y a vraiment des prémutations de l'X fragile. C'est pour ça que c'est hyper important de le rechercher parce que ça a un tel impact après sur la descendance que c'est vraiment majeur. Et on estime à combien le risque de retard mental chez les garçons? Alors, quand il y a une prémutation chez la mère, ça, je ne saurais pas dire. Je ne sais pas dire. Il y a le risque est si elle est dans la zone entre 80 et 100 répétitions, le risque d'expansion au-delà de 200 est vraiment très, très important. Mais je ne saurais pas dire en pourcentage. Souple dans la pratique courante, donc on prescrit cariotype plus à la recherche du gène FMR1. Ouais, de base, ça c'est obligatoire. D'accord. Obligatoire. Ensuite, il y a des patientes qui veulent aller plus loin et savoir, tout est normal. Donc ça, c'est vraiment la base de l'exploration. Donc dans ces cas-là, il y a les panels de gènes IOP qui sont faits maintenant dans les hôpitaux en séquençage avec le récepteur d'FSH, NoBox, etc. Le panel 18. Le panel. Ah, 18 gènes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais on rajoute toujours le FMR1. Toujours, ça c'est la première chose. On fait le cariotype FMR1. Et si c'est normal, on peut proposer à la patiente d'aller plus loin sur le panel de gènes. Et si jamais le panel de gènes est normal, on peut même les présenter pour séquençage de l'exome complet. C'est maintenant une indication. Merci beaucoup. Donc ça, il faut adresser vos patientes au centre de référence pour cette maladie. Donc il suffit d'aller sur le site de Firando, qui est la filière de maladies rares. Vous allez trouver les centres de gynéco et d'endocrino qui peuvent avoir accès à cette plateforme dans votre région, quoi. Et une question qu'on se pose souvent en pratique, c'est cariotype et recherche de la mutation de l'XFRA pour toutes les IOP, mais dans les DOR, qu'est-ce qu'on fait? Quel DOR on fait? Est-ce qu'on les fait toutes? C'est une super bonne question. À ma connaissance... Parce que Chloé regarde mes dossiers, après elle m'engueule si y a des... Non, mais c'est une question parce que c'est une continuité. C'est-à-dire si tu vois une patiente à 28 ans qui a 12 ou 15 de FSH, en vrai, tu la revois à 35 ans en insuffisance ovarienne. Donc, c'est ces patientes-là. Et en plus,
Ouais, et puis c'est FMR1, c'est typiquement ça. Jamais FMR1, ça donne des insuffisances ovariennes qu'on diagnostique avant 18 ou 20 ans, hein. C'est vraiment des insuffisances ovariennes, tu vois, un stock qui est plus bas et qui va se finir plus tôt. Donc, c'est une question qu'on se pose. À ma connaissance, il n'y a qu'une étude qui a essayé de répondre à ça. C'est l'équipe de Gérard Conway au Royaume-Uni. Alors, eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'en effet, ils en trouvent, mais que c'est pas cost bénéfique, tu vois. C'est-à-dire que c'est très cher et ça demande beaucoup d'implication de conseils génétiques pour quelque chose qui n'est pas si fréquent. Mais quand c'est toi, À l'échelle individuelle, donc c'est en grave. vrai, même quand la FSH est à 18-20, nous on va commencer, enfin dès que la FSH s'élève, je pense que juste sur une AMH basse, faut quand même pas exagérer, quoi, hein, parce qu'on sait que c'est quand même pas très bon comme marqueur. Après, quand la FSH s'élève, en particulier chez des patientes avant l'âge de 30 ans, je pense qu'il faut faire, c'est des patientes qui vont développer cette insuffisance ovarienne. Peut-être pas se lancer pour le coup sur des panels ou des exomes, tu vois, des choses comme ça, mais faire cariotype FMR1. Ouais. Oui, donc le message est très important, très fort. Toutes les IOP obligatoires et les DOR, quand vous pensez que c'est vraiment sévère et qu'une FSH qui commence à élever, Oui, c'est il ne ça, faut surtout la pas FSH. hésiter Ouais, à le faire également. ouais. Parce que c'est elles qui font des grossesses, hein. On les voit nous après. Elles avaient une réserve ovarienne un peu altérée avant, quoi. Ouais. Après, il y a quelqu'un qui demande s'il faut toujours contrôler par 2 prélèvements différents les anomalies génétiques. Alors, normalement, oui. C'est recommandé. On le fait pas toujours, hein, du tout. Et c'est dans la loi. Ok. On le fait pas toujours, du tout, même. Oui, parce que ça a quand même un coût économique et logistique important. Oui, oui. Ouais. Avec des techniques qui sont de plus en plus performantes désormais. Oui, oui, oui. Mais bon, on devrait le faire, mais on le fait pas. Et alors, il y a pas mal de questions sur la place du DPI. Je ne sais pas dans quelle pathologie, mais il y en a qui posent la question sur FMR1. Donc c'est FMR1, toute oui, la mais moi difficulté. j'arrive. Non, mais ouais, c'est ça. Je sais pas vous, votre expérience, mais nous, elles ont des réserves tellement pas Alors, terribles peut-être, ouais. qu'on les amène pas jusqu'au DPI. Enfin, jusqu'ici, j'ai pas réussi à en amener une seule au DPI, parce Ouais. que la réserve est Ouais. vraiment altérée précocement. Après, le problème du DPI, c'est aussi qu'en France, il y a peu de centres qui, Ah oui. qui, Et donc, qui ça va peuvent prendre en 2 faire. ans, quoi. Donc, les listes d'attente sont très longues, qui veut dire que on ne prend pas en charge les femmes trop âgées et les femmes qui ont des réserves ovariennes trop altérées. Et c'est complètement con, parce que c'est celles qui en ont le plus besoin, en fait. Et parce que les femmes âgées, souvent, on découvre des anomalies génétiques au bout de 3-4 fausses couches, des femmes qui ont perdu 3 bébés, et du coup, elles sont plus âgées, et elles ont vraiment besoin de faire du DPI. Mais malheureusement, on leur dit, vous êtes trop âgé, les listes d'attente sont trop longues, et la réserve ovarienne est trop faible. Donc, Et alors après, le pareil DPI, pour la réserve faible. ouais, voilà. Donc pour FMR1, c'est une vraie indication, il faut, mais on a du mal à les amener jusque-là. En effet, parce que elles sont retoquées d'emblée pour leur réserve ovarienne qui pourra pas faire que dans 2 ans elles aient une FIV, en gros. Et puis pour l'HCS, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, c'est pas développé. Je crois qu'à Necker, ils ont essayé une fois. C'est un des pays hyper compliqué, mais il y a de plus en plus de couples qui demandent, qui ont un risque d'enfant atteint d'une forme sévère et qui demandent ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur le plan génétique qui est encore trop compliqué à faire et qui n'est pas du tout fait en routine. Donc il y a eu quelques couples, mais c'est vraiment des cas isolés qui sont arrivés à avoir ce DPI. Après, il y a des questions sur le bloc en 21 hydroxylase. Donc, il y en a pour qui c'est pas clair. Quand est-ce que tu te lances dans la recherche génétique? C'est-à-dire que si vous avez, alors, moi je ne savais pas s'il y avait eu un cours là-dessus ou pas. Pas un cours dédié. Alors, ça c'est important. Donc, vous avez une patiente qui a des troubles du cycle avec une hyperandrogénie. Donc, vous êtes sur un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques. C'est la pathologie à éliminer. Donc, vous faites le dosage de 17-hydroxyprogestérone. Si elle est au-delà de 2 nanogrammes ml, systématiquement, il faut faire un test au synactène. Si sous synactène, elle est au-delà de 10, donc c'est ça le seuil, au-delà de 10 nanogrammes ml, il faut toujours aller à la génétique. Bon, et après, il pose la question du traitement. Comment tu fais pour redonner un cycle à la patiente qui a un bloc? Alors, donc, quel est le pour traitement, ça, quoi on peut les mettre sous hydrocortisone. Donc, elles n'ont pas d'insuffisance surrénalienne, ces patientes qui ont une forme pas sévère.
Et donc pour ça, on les met sous hydrocortisone dans le cadre du projet parental. Ça suffit généralement, dans plus de 80% des cas, à restaurer leur cycle, faire qu'elles ont des cycles réguliers, normaliser les androgènes, la progestérone, etc. et aboutir à des grossesses spontanées. Et l'hydrocortisone, on va l'arrêter par contre, on laisse le premier trimestre pour une fois que tout ça s'implante bien, que ça tienne. Et puis on va l'arrêter à la fin du premier trimestre. On ne laisse surtout pas toute la grossesse, ça ne sert à rien. Et après, vous qui êtes peut-être obstétricien beaucoup, vous savez que quand une patiente arrive sous hydro pour accoucher, c'est super compliqué, quoi. Après, et alors, il pose la question du pronostic de procréation. Alors, j'imagine spontané entre IOP et hypo-hypocongénital, mais enfin, Alors, hypo-hypocongénital, c'est simple, hein, c'est le centre qui marche pas. Ça, c'est simple, on sait faire. Enfin, s'il n'y a pas d'autre cause d'infertilité, il n'y a pas de raison, on stimule et ça fonctionne. Les IOP, par contre, il n'y a rien à faire. Toutes les études qui ont regardé les stimes, il y a eu plein de protocoles, hein. Je bloque, je stimule, je machin, je truc, rien de plus que ce que peut faire la femme spontanément. Donc, ça sert à rien. Aucune intervention n'est efficace. bon. Non, c'est pas du tout pareil, quoi. Dans un cas, l'ovaire fonctionne, mais il Mais est oui, bien commandé. mais oui. De l'autre côté, Quand l'ovaire fonctionne fonctionne, pas. d'ailleurs c'est ce qu'on dit, nous quand on voit des patientes avec hypo, on leur dit votre ovaire il fonctionne, donc ça on saura faire. Ce qui est embêtant c'est quand l'ovaire fonctionne pas, ça on sait pas faire. Bon, merci beaucoup Anne. Merci à vous. C'était super.